Merci beaucoup. Je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité aujourd'hui pour présenter mon travail intitulé La rééducation de la gonarthrose. Comme introduction, l'ostéoarthrose du genou, dite aussi gonarthrose, est une pathologie articulaire dégénérative caractérisée par la douleur et l'altération de la fonction. Elle est entre autres causée par une perte graduelle et irréversible du cartilage. La prise en charge optimale repose sur l'association de traitements pharmacologiques et un non pharmacologique. La rééducation constitue la pièce maîtresse de la prise en charge de la gonarthrose. Passons à l'évaluation clinique ou ce qu'on appelle le bilan kinésithérapie qui comporte l'anamnèse, le bilan de la douleur, le bilan morphostatique, le bilan cutanéotrophique et circulatoire, le bilan articulaire, le bilan musculaire, le bilan radiologique, le bilan fonctionnel et enfin le bilan psychologique. À l'anamnèse, on demande tout d'abord aux patients de présenter l'ordonnance de rééducation qui est obligatoire sur le plan médico-légal et qui comporte en général le diagnostic médical, le nombre de séances demandées par le médecin et parfois la fréquence des séances. On cherche aussi les antécédents médico-chirurgicaux et les antécédents médico-chirurgicaux et on demande aux malades l'histoire de la maladie, essentiellement les circonstances de déclenchement et l'évolution de l'arthrose si déjà elle est ancienne. On cherche aussi pendant l'anamnèse les facteurs de risque de survenue, essentiellement l'âge, sachant que l'incidence de la gonarthrose augmente avec l'âge et on cherche des antécédents de traumatisme au niveau du genou, essentiellement une atteinte du ligament croisé antérieur, une atteinte méniscale ou des lésions méniscaux ou parfois des fractures transarticulaires qui sont les causes en général de problèmes ultérieurs au niveau du genou. L'obésité et le surpoids qui est un facteur de risque très important de survenue. Et il y a des études qui parlent d'un risque chez les obèses, de risque qui dépasse 60% à vie d'arthrose du genou chez les malades obèses. Le sexe, et disons que dans la majorité des études, on parle que le sexe féminin est le sexe prédominant à avoir des gonarthroses, sachant que entre 40 et 50 ans, il y a une prédominance masculine et après 50 ans, ça devient donc une prédominance féminine. Les facteurs génétiques et les formes héréditaires qui sont multiples, aussi quelques maladies métaboliques qui peuvent être un facteur de risque de survenue d'arthrose. On passe au bilan de la douleur. On commence par le bilan subjectif, donc la description du malade de sa propre douleur, à la recherche de la topographie de la douleur, l'intensité de la douleur mesurée par l'échelle visuelle analogique et le type de la douleur, et on peut trouver une douleur mécanique ou une douleur inflammatoire, sachant que les douleurs inflammatoires sont des douleurs de mauvais pronostic pour la gonarthrose. La prise en charge dentalgique ou d'anti-inflammatoire déjà prescrit par le médecin, et si le malade il a subi une infiltration de corticoïdes ou de l'acide hyaluronique ou du plasma riche en plaquettes. On passe après au bilan palpatoire ou le bilan de la douleur objectif, à la palpation des différents repères osseux, ligamentaires et musculaires à la recherche de points douloureux chez le malade. Aussi, on va palper les muscles de voisinage de l'articulation du genou, essentiellement les muscles à la recherche de trigger points repérables par l'examinateur. On va examiner après le malade de façon morphostatique à la recherche de face de problèmes de bascule du bassin, d'inégalité de longueur des membres inférieurs, de déformation au niveau des membres inférieurs à type de génivarome ou de génivalgome. Et aussi, on va examiner les pieds à la recherche de déformations du pied qui peut retentir sur l'articulation du genou et surtout les articulations sous-jacentes. De profil, on va examiner bien sûr l'antérétroversion du bassin, parfois l'attitude du malade, parfois le malade qui se trouve penché en avant, à la recherche de flexomes au niveau du genou, de récurvatome et parfois d'un équin de compensation au niveau du pied, d'un équin de compensation de flexomes de genou.
Aussi, on va chercher dans le bilan kétanéotrophique et circulatoire un épanchement intra-articulaire à la recherche de choc rotulien ou le signe de glaçon, qui est très fréquent chez les malades gonarthrosiques. Aussi, un dépôt cellulagique peut être localisé au niveau de la face interne du genou, témoin d'une souffrance au niveau de l'articulation du genou. Toutes ces formes donc circulatoires et cutanées forment le gros genou rhumatismal. Après, on passe au bilan articulaire. Donc bien sûr le bilan goniométrique, à la recherche de flexion-extension au niveau du genou. Aussi, on va examiner les rotations internes et externes à la recherche d'un secteur enraidi. Et parfois, généralement, on trouve chez le malade gonarthrose fémorotibiale une limitation de la rotation interne et un flexum du genou. Aussi, on va examiner l'articulation fémoro-patellaire, donc à la recherche de rétraction des ailerons rotuliens. Aussi, à la recherche d'un problème au niveau des cul-de-sac ou au niveau de l'appareil extenseur. Aussi, on va chercher la mobilité des articulations de voisinage, essentiellement l'articulation de la hanche et l'articulation de la cheville et du pied. Le bilan musculaire, donc on va chercher les fentes essentiellement du quadriceps au niveau du vaste interne essentiellement, les contractures et les rétractions des différents muscles de voisinage. Voici donc la photo qui est à gauche, une fente au niveau du quadriceps droit par rapport qui est bien distinguée par rapport au genou droit et plutôt par rapport au genou gauche, et à la recherche de rétraction, un exemple de rétraction d'ischio-jambique qui est très fréquente à voir chez les malades gonarthrose. Le bilan quantitatif, c'est une évaluation des différents groupes musculaires du genou. On peut mesurer la force maximale mesurée afin de préparer un éventuel protocole de Troisier, de travail statique intermittent après dans le protocole. On va demander au malade si déjà il décrit un dérobement ou un lâchage au niveau du genou. Donc c'est un risque majeur de chute. Au bilan radiologique, qui est généralement demandé par le médecin prescripteur, qui comporte en général les choses, donc de face et de profil, l'incidence fémoro-patellaire à la recherche d'une atteinte tricompartimentale. Aussi, parfois le malade apporte avec lui des radios télémétriques pour objectiver une déformation au niveau des membres inférieurs ou une inégalité de longueur au niveau des membres inférieurs. Parfois, lorsque le malade, et surtout chez les malades jeunes, on trouve déjà un examen avec imagerie en résonance magnétique. Donc, et en général, on va chercher des problèmes intra-articulaires tels qu'une atteinte méniscale ou une atteinte ligamentaire. Le bilan radiologique nous permet de localiser le siège de l'arthrose et de classer le stade radiologique d'évolution de la gonarthrose. Le stade 1, comme vous voyez, donc à gauche, le stade 1, donc stade 2, stade 3 avec une atteinte inférieure à 5 mm de l'os sous-chondral, et le stade 4, et donc normalement c'est un stade à opérer, mais malheureusement on voit beaucoup dans nos centres de rééducation des malades qui viennent pour rééducation par défaut de moyens. On passe au bilan fonctionnel. On peut faire les tests fonctionnels tels que le test de l'appui monopodal ou le test de 6 minutes de marche qui est le plus utilisé. Donc on va demander au malade de faire 6 minutes de marche. On va évaluer si le malade a besoin de couper ce test pour faire des petites pauses ou d'utiliser une aide-marche, et c'est autorisé de le faire. Les questionnaires aussi au niveau du bilan fonctionnel, il y a beaucoup de questionnaires utilisés, l'index de WOMAC, de Coase et l'indice de algo-fonctionnel de Lequesne, qui est aussi très répandu en France. Le bilan psychologique ou entre-temps le bilan éducatif, on va évaluer si notre malade déjà est kinésiophobe. Dès l'entretien avec le malade, on va voir son attitude déjà vers sa pathologie. Aussi, on va évaluer les connaissances et les croyances du malade. Ce bilan nous permet au malade d'avoir une prise de conscience de ses propres limites, en particulier vis-à-vis de la pratique d'un programme d'exercice, et au physiothérapeute de mieux cibler les messages délivrés.
Donc, tout ce bilan nous remporte un petit diagnostic kinésithérapique moi j'ai essayé enfin de classer mon malade, le profil de mon malade selon différents tableaux cliniques présents. On peut avoir un profil débutant avec peu de douleur, une gêne fonctionnelle qui est limitée dans le temps, profil un peu évolué avec mon malade commence à avoir une petite perte d'amplitude et donc une douleur plus ou moins constante au niveau du genou. Et le profil final avec déjà des attitudes vicieuses irréductibles. Les objectifs de la rééducation sont donc l'éducation thérapeutique et l'économie articulaire, lutter contre la douleur et les troubles circulatoires, lutter contre le fléchissement et la raideur articulaire, lutter contre l'insuffisance musculaire et le déséquilibre, améliorer les réponses proprioceptives et la prévention de la chute, et finalement, on essaie d'intégrer notre malade dans une activité physique adaptée. Je passe aux moyens thérapeutiques. Je commence tout d'abord, et la phase que je trouve très importante chez les malades gonarthrosiques, l'éducation thérapeutique. J'ai commencé par ce diapo parce que l'éducation thérapeutique doit être faite sur nombreuses séances et non pas sur une seule séance. Donc, je dois dire l'information et répéter plusieurs fois durant les séances et même suivre si mon malade a déjà bien compris ses conseils ou pas. Donc, à éviter, je demande à mon malade à éviter surtout le surpoids et l'obésité, la marche sur terrain accidenté, le port de charges lourdes, la montée-descente des escaliers, le port de talons hauts pour les femmes et les appuis monopodaux, surtout sur genoux fléchis. Et je conseille en général l'application des conseils des règles hygiéno-diététiques, l'utilisation d'une aide-marche, parfois chez les formes un peu évolués et qui ont déjà des périmètres de marche un peu limités avec douleur lors de la marche, une activité physique adaptée régulière en dehors des poussées congestives et une correction des troubles statiques par utilisation de semelles plantaires. Donc en présence d'épanchement, je ne vais pas dire qu'en présence de poussées congestives, mais parce que parfois le malade il passe déjà sa poussée et il vient chez le kiné avec un petit épanchement ou un épanchement modéré. Donc pendant cette période, la rééducation elle est douce, elle est prudente afin d'éviter une aggravation ou d'avoir une deuxième poussée congestive. Donc à éviter chez mon malade l'application de chaleur sur l'articulation pendant la phase d'épanchement, le massage du genou est à proscrire, l'application de pommade et huile aussi est contre-indiquée. Un petit schéma fait par M. Gautalier en 1996 qui décrit bien les conséquences d'une application d'une pommade ou des huiles et il parle d'accumulation de substances actives. Donc, d'accumulation de substances actives sous-cutanées, ce qui peut être une source d'inflammation et d'aggravation de la pathologie. Donc, bien sûr, on prescrit le repos actif chez nos malades. Bien sûr, un repos actif ne définit pas un repos strict au lit, mais un repos avec une limite minimale d'activité physique. Bien sûr, on insiste sur la bonne installation et surtout d'éviter les flexomes, l'installation de flexomes du genou. Donc, l'application de physiothérapie, la cryothérapie, dans un but anti-inflammatoire, anti-œdémateux, antalgique, l'électrostimulation TENS, donc à visée antalgique, les ultrasons, avec beaucoup de points d'interrogation, mais j'ai trouvé pas mal d'études qui parlent chez le gonarthrosique spécifiquement de beaucoup de bienfaits des ondes ultrasons. Donc, la mobilisation passive continue. Donc, il y a quelques études qui parlent de mobilisation, de l'effet important de la mobilisation passive sur l'arthromoteur ou de mobilisation passive douce avec un temps d'aller et un temps de maintien très doux, un peu contenu dans le temps, qui peut donner un effet antalgique
et permet de lutter contre les raideurs articulaires qui peuvent s'installer pendant les périodes de poussée. Un travail musculaire du quadriceps en chaîne cinétique semi-fermée, donc ça nous permet de prévenir les amyotrophies du quadriceps et d'entretenir la force de nos muscles de genoux. La kinébalnéothérapie, pendant la phase de d'épanchement, peut donner un peu d'effet antalgique, entre-temps un entretien de la mobilité articulaire et de la force musculaire du malade. En dehors des poussées, on parle de moyens antalgiques à travers le massage des MTP et le traitement des trigger points localisés sur les muscles du genou. On va utiliser les moyens circulatoires, essentiellement les massages et visées circulatoires en cas d'œdème veineux, donc essentiellement les pressions glissées profondes, le drainage lymphatique de tout le membre inférieur et de l'abdomen en cas de présence d'œdème lymphatique. On passe aux moyens articulaires. Je vais commencer par la mobilisation de la patella et la libération de l'appareil extenseur. Puis, on va passer à la mobilisation de l'articulation fémorotibiale. Donc, pour la gonarthrose fémorotibiale, mieux vaut, et c'est une règle qui m'a enseigné depuis plus que 20 ans, M. Fahed Brammer. Donc, cette règle qui était rouge déjà depuis mon cours, donc qui dit que mieux vaut un genou indolore, peu mobile et stable, qu'un genou mobile, dolore et instable. Donc, tous les moyens de gain d'amplitude articulaire sont utilisés. On utilise la lutte contre le fléchissement, donc la première photo, et la technique de MWM, Mobilisation with Movement, pour récupérer l'extension complète. Donc c'est le concept Mulligan. Aussi, on va mobiliser en flexion-extension, en rotation interne et externe, et la technique de vissage, flexion, qui combine la flexion extension avec la rotation interne et externe du genou. Le gain de flexion qui doit être infradouloureux, sachant que chez un malade qui a déjà 90 ou 100 degrés et une arthrose qui est un peu évoluée, on ne va pas chercher quand même 120 et 130 degrés. On va essayer de faire des mobilisations douces, aussi des petites mobilisations mobilisation with movement afin de récupérer la flexion chez nos malades gonarthrosiques. Voici mon malade qui a déjà récupéré pendant cette séance 20 degrés de flexion de genou. Donc, un effet très important des tractions manuelles ou les tractions instrumentales, donc traction manuelle associée à la rotation, les tractions instrumentales, et la littérature ou les études parlent d'un effet très bénéfique, surtout pour la lubrification de l'articulation fémoro-tibiale. Les étirements des muscles du genou, des muscles de voisinage, donc comme vous voyez, le psoas, le grand fessier du côté, de l'autre côté, l'ischio-jambier, le triceps, l'étirement du droit antérieur. Beaucoup d'études parlent d'un effet très bénéfique sur l'étirement du droit antérieur, tant sur la gonarthrose fémorotibiale que la gonarthrose fémoropatellaire, l'étirement de la chaîne latérale de la cuisse, essentiellement le tenseur de la fascia lata, et l'adducteur de la hanche. Les moyens musculaires. Donc, une revue systématique de Franson et McConnell en 2009 dit que le renforcement du quadriceps peut déjà apporter à lui seul des effets bénéfiques sur la douleur et la capacité fonctionnelle des sujets atteints de la gonarthrose, alors qu'en contribuant avec d'autres exercices, les bénéfices deviennent encore plus remarquables, surtout la mobilisation passive et les tractions. Donc, les moyens musculaires, aussi, on va renforcer les muscles ischio-jambiers, donc dans sa fonction fléchisseur rotateur interne ou fléchisseur rotateur externe, et cela dépend de la déformation déjà vue sur le malade, tant sur le génu valgum ou le génu varum. Renforcement aussi en flexion globale en association avec les gastrocnémiens, en co-contraction avec le quadriceps, parfois en charge. Le renforcement aussi du tenseur de la fascia lata et du moyen fessier, qui a été démontré qu'une meilleure force au niveau des abducteurs de la hanche pourrait améliorer les symptômes reliés à la gonarthrose selon Bennell et Hall. Donc aussi, quel renforcement on va privilégier pour nos malades? Les auteurs croient que tous les types d'exercices de renforcement peuvent apporter les bienfaits chez les individus. Donc, je parle de renforcement statique ou dynamique. Le renforcement statique, isométrique, dans différentes courses, n'entraînera pas de douleur articulaire. Et c'est bien vu dans la littérature. Le renforcement excentrique-concentrique permet de retrouver un plus grand potentiel lors des activités fonctionnelles. Et là,
tout dépend des réponses douloureuses de l'articulation du malade. Si le malade décrit après des douleurs, donc on va privilégier plutôt le travail statique que le travail dynamique. Le travail aussi en charge ou en décharge. Les exercices de renforcement en décharge sont beaucoup plus conseillés que les exercices en charge, surtout en cas d'arthrose évoluée, stade 3, stade 4. Les exercices en charge améliorent entre-temps la stabilité de l'articulation du genou et permettent d'améliorer l'équilibre. Quel dosage de résistance? Tout dépend de la réponse douloureuse décrite par le malade le long du protocole. Donc, en général, on préfère avoir une augmentation progressive de la charge jusqu'à avoir une bonne amélioration de la force. Donc, ce sont différents types de renforcement en course interne, en course moyenne ou un travail excentrique du quadriceps, un renforcement des ischio-jambiers rotateurs internes et externes du genou, aussi un renforcement global des ischio-jambiers, un renforcement du TFL moyen fessier, un renforcement en charge à l'aide d'élastiques. Donc, un travail avec l'excitomoteur, et bien sûr, ça donne beaucoup d'effets. Là, j'associe parfois chez les malades qui peuvent tolérer le travail en charge, donc le squat et le travail excitomoteur du quadriceps. Donc, c'est la co-contraction quadriceps ischio-jambier et un performant renforcement du quadriceps. La position assise contre le mur avec une sollicitation des muscles quadriceps ischio-jambier. Je passe à la proprioception et j'espère que je ne suis pas en train de passer trop vite. La proprioception joue aussi un rôle important dans le contrôle neuromusculaire au niveau du genou. Donc, selon plusieurs études, les déformations conséquentes de l'arthrose entraînent une atteinte ou une perte des récepteurs proprioceptifs de la région touchée. Ainsi, la perception spatiale du membre et la modulation de l'activité musculaire seront perturbées. Donc, quelques exercices de proprioception en appui bipodal, en appui unipodal, sur plan stable et, si possible, sur plan instable. Après la phase de proprioception, on essaie d'intégrer notre malade à une activité physique adaptée. Donc, des études montrent que les exercices aérobiques figurent dans les plus récentes recommandations des guides de pratique clinique pour la gestion de l'arthrose du genou, ces exercices doivent être bien enseignés aux malades durant leur traitement physiothérapique. Donc, d'après une méta-analyse, la marche et la combinaison d'exercices de renforcement avec des exercices aérobiques démontrent des effets significatifs sur la diminution de la douleur et sur l'amélioration de la capacité fonctionnelle. Une amélioration psychologique aussi a été bien observée chez ces malades. Un petit exemple. Donc, selon le guide de l'American College of Sport Medicine, ces exercices doivent être à raison de 3 à 5 fois par semaine, avec une chronologie entre 20 et 30 minutes, donc en fixant un objectif de 150 minutes d'activité physique par semaine, avec les mêmes précautions que le renforcement musculaire. En cas d'apparition de signes inflammatoires ou de douleur, on doit passer à l'état précédent et aller précocement. Les activités les plus conseillées sont la marche, la natation et l'ergocycle. Donc, l'ergocycle, dans les études récentes, on parle d'un effet très bénéfique, mais l'essentiel, il ne faut pas avoir tout d'abord un angle de flexion au-delà de 90 degrés. Il ne faut pas aller dans un angle en hyperextension. Il faut toujours laisser 5 à 10 degrés, moins 5 à 10 degrés d'extension lors de l'exercice sur ergocycle. Il ne faut pas travailler contre résistance. Aussi, la bicyclette elle est conseillée même pendant les activités de la vie quotidienne. L'essentiel, prévenir les pentes pour ne pas faire solliciter trop l'articulation du genou. En conclusion, et merci pour votre patience. Malgré le caractère évolutif de la gonarthrose, la rééducation et l'activité physique régulière ont prouvé leur efficacité par l'amélioration de la qualité de vie des patients souffrant d'arthrose du genou et ont pu retarder ou même éviter un éventuel traitement chirurgical. Et merci. Merci bien pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon, tout est bien. Donc, on passe rapidement comme le temps presse. On va voir avec Dr Hedi Zine comment réaliser une osteotomie tibiale de valgisation.
pour votre présentation qui a déjà précisé tout ce qui est en rapport avec les facteurs de risque de la gonarthrose, l'examen clinique aussi. Donc ça fait partie de la prise en charge d'une gonarthrose, c'est essentiel. Mais en ce qui concerne la chirurgie, lorsque vous avez dit le stade 4, il est chirurgical, c'est pas que le stade 4 qui est chirurgical. Donc on va voir ça. Donc je pense que vous avez tous fait une rééducation chez un patient qui a déjà bénéficié d'une ostéotomie tibiale de vagisation. Mais je ne pense pas que vous aurez eu la chance de voir comment ça se passe au bloc opératoire. Donc on va voir ça. Donc avant tout, la gonarthrose, ça pose un problème lors du point de vue de sa prévalence chez les patients âgés de plus que 60 ans, chez qui 50% vont présenter une symptomatologie telle que la douleur, le blocage, la raideur et l'épanchement. Donc l'étiologie, elle est multifactorielle, comme ça a déjà été dit, mais le plus important, c'est de savoir que la gonarthrose, c'est un problème d'ordre mécanique. C'est soit un secondaire, un défaut d'axe, ou bien post-traumatique, quelles que soient, ce sont des fractures articulaires, ou bien des lésions méniscales, ou même secondaire à une rupture du ligament croisé antérieur. Donc le diagnostic commence tout d'abord par l'anamnèse, un interrogatoire bien précis, l'examen physique, bilan radiologique et biologique. Le bilan radiologique, il va nous permettre tout d'abord d'évaluer le stade de la gonarthrose, secondairement de déterminer le défaut d'axe et l'accessibilité de ce défaut d'axe à une ostéotomie de correction. Ce qui est plus important, c'est d'indiquer la correction angulaire à réaliser. C'est très important. Donc le bilan radiologique, on sait tous que on doit impérativement faire une radiographie du genou de face, de profil en charge, une incidence de Schuss, un pangonogramme ou bien une radiographie télémétrique pour évaluer le génuvara, et une incidence fémoropatellaire de 30 degrés de flexion pour voir si l'intégrité du compartiment fémoropatellaire. Et même on peut compléter ça par des radios dynamiques pour évaluer l'intégrité du compartiment contralatéral, le compartiment externe, est-il sain ou non. Donc la base théorique des ostéotomies, en présence d'une gonarthrose fémorotibiale interne sur génuvara, il existe une surcharge sur le compartiment interne. Donc le but des ostéotomies, c'est de répartir les charges équitablement sur les deux compartiments et diminuer les charges surtout sur le compartiment qui est arthrosique. Donc il faut savoir que l'écart varisant, comme on voit ici, on a envers l'axe mécanique fémoral et l'axe mécanique tibial. Entre eux, il y a l'angle fémorotibial mécanique, après qui part du centre de la tête fémorale jusqu'au centre de la cheville, et l'axe mécanique fémorotibial. Entre les deux, ça représente l'écart varisant extrinsèque. Donc l'écart varisant extrinsèque, il a un effet néfaste sur le compartiment fémorotibial interne. Car plus sur un poids même constant, plus il est éloigné de l'axe du corps, il va augmenter les contraintes sur le compartiment interne, ce qui est arthrogène. Donc, afin de remédier à ces défauts d'axe, plusieurs types d'ostéotomie ont été décrits dans l'histoire de la chirurgie orthopédique, qui a commencé depuis plus que 70 ans. Les techniques les plus utilisées actuellement sont les ostéotomies tibiales par fermeture externe et les ostéotomies tibiales par ouverture interne. Donc aujourd'hui, on va voir la technique par ouverture interne que je fais personnellement. Avant ça, chaque technique a ses avantages, ses inconvénients, même ses indications et ses limites. Donc, par exemple, lorsqu'on a une contrainte sur le compartiment fémoropatellaire secondaire à une rotule basse, on préférait faire une ostéotomie tibiale par fermeture externe. Par contre, si on a une correction de plus que 15 degrés, on ne va pas faire ça parce qu'il y aura une perte du capital osseux au-dessus de la tuberosité tibiale antérieure
et un raccourcissement du membre. Donc on va préférer l'ostéotomie tibiale par ouverture interne. L'indication, donc les critères d'inclusion, c'est très important de sélectionner ces patients. L'indication généralement ce sont les gonarthroses unicompartimentales qui touchent un seul compartiment fémorotibial interne sur un genou varum chez patients âgés de moins de 60-65 ans. L'instabilité, ce n'est pas une contre-indication absolue. L'obésité et les chondrocalcinoses donnent de mauvais résultats. Donc, généralement, c'est la gonarthrose stade 1-2 d'Albach avec une gêne fonctionnelle importante chez les patients de moins de 65 ans. C'est une indication en ostéotomie. On va voir pourquoi. Donc, on va présenter le cas d'un patient âgé de 52 ans qui présente une gonarthrose fémorotibiale interne stade 2 sur un genou varum de 11 degrés avec une intégrité du compartiment fémoropatellaire et du compartiment contralatéral, donc fémorotibial externe. Tout d'abord, le temps le plus important de l'ostéotomie, c'est la planification. Il faut planifier bien donc, sa chirurgie avant la technicité. Donc, pour ça, il faut calculer l'angle physiologique, le varus tibial épiphysaire, comme on le voit sur la radiographie du centre, et le varus fémoral associé, et même le varus ligamentaire, ou ce qu'on appelle la laxité d'usure. Il ne faut pas la prendre en considération. Or, la planification, il faut impérativement associer à la correction à une hypercorrection, parce que la littérature a montré qu'une hypercorrection de 3 à 6 degrés du genou varum va améliorer le pronostic du genou et ainsi retarder l'évolution de la gonarthrose de 1 à 2 décennies. Entre autres, la planification, après avoir calculé l'angle qu'on va devoir corriger, Ernigo a fait ce tableau pour déterminer la hauteur de l'ouverture interne. Donc, il faut avoir l'angle de correction, après la largeur métaphysaire au niveau duquel va passer l'ostéotomie, et on aura la hauteur de l'ouverture interne dont on doit faire. Chez notre patient, c'était de 15 mm. Donc, au bloc opératoire, on veut voir les repères anatomiques, l'interligne donc fémorotibiale interne, la rotule, la tuberosité tibiale, ici les tendons de la patte doigt. La bord chirurgicale, il est situé à 2 travers de doigts au-dessous de l'interligne fémorotibiale interne et à 2 travers de doigts médialement par rapport à la tuberosité tibiale interne. On commence par décoller le faisceau superficiel du ligament latéral interne, le tendon rotulien pour passer donc en dessous. Après, on va introduire une broche, ou bien 2 broches guides, allant de 3,5 cm au-dessous de l'interligne fémorotibiale interne vers la tibio-péronnière. Donc, vous voyez ici, sous contrôle d'amplificateur de Briance. Donc, après ça, on va faire notre ostéotomie tibiale et l'effet maqué sur la tuberosité tibiale antérieure. Comme vous voyez ici, il faut garder l'insertion du tendon rotulien sur la tuberosité tibiale antérieure en place. Après, on va ouvrir. Bon, il faut faire attention parce que ici, comme vous voyez, il a mis un contre-coudé en arrière parce qu'il y a un risque de léser l'axe vasculaire. Après avoir fait l'ostéotomie, on ouvre le compartiment, donc notre ostéotomie, grâce à un écarteur de Méhari, et on introduit un espaceur. L'espaceur dont le diamètre correspond à l'ouverture qu'on va faire. Pour contrôler cette ouverture, donc grâce à une tige métallique et un amplificateur de Briance, on contrôle que la tige passe par le centre de la tête fémorale, le centre du genou, le centre de la cheville, avec l'ouverture en place. Et on trouve que le membre a été réaxé. Donc après avoir réaxé le membre, il faut le fixer il y a plusieurs moyens de fixation. Des plaques verrouillées. Aussi, après la fixation, il faut combler l'ouverture, soit par comme on voit ici,
C'est une plaque avec une cale métallique, ou bien on peut même faire une cale cimentée, ou même un greffon corticospongieux. Donc, idéalement, au-dessus de 10 mm d'ouverture, il faut associer un greffon corticospongieux. Parmi les complications qu'on craint en opératoire, c'est la cassure de la charnière externe. Comme vous voyez ici, c'est 20% des cas que ça arrive et ça change le pronostic de cette chirurgie. Parce que si la charnière externe se fracture, il y a un risque de perte de correction, donc un cal vicieux ou même de pseudarthrose. C'est la complication qui change le pronostic de cette chirurgie. Donc après ça, les suites opératoires, généralement, il faut on draine idéalement après la fermeture, avant la fermeture. À J1, on enlève le drainage, verticalisation avec un appui protégé. À J2, donc on va voir après la rééducation en ce qui concerne après une ostéotomie tibiale de vagisation, mais surtout je vais parler de l'appui. L'appui, il est différé jusqu'à 45 jours après contrôle radiologique de la consolidation. Je vous remercie. Merci, docteur Zine, pour cette excellente présentation concernant l'ostéotomie tibiale de valgisation, qui est une option thérapeutique pour le traitement de la gonarthrose à un stade, disons, précoce, avant vraiment la progression de phénomènes dégénératifs à tous les compartiments. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui, micro, hein. Oui. Quel est le choix entre une prothèse unique compartimentale et l'ostéotomie de vagisation? Quelle est la différence? C'est pas le choix. Surtout, pourquoi on fait l'ostéotomie tibiale de vagisation? Je l'ai déjà dit, ça retarde l'aggravation, la progression de la gonarthrose de 1 à 2 décennies. Généralement, chez des patients jeunes, moins de 60 ans, il faut garder le traitement conservateur. Traitement conservateur, si on fait une arthroplastie, une prothèse unicompartimentale, pourquoi pas ne pas faire une prothèse totale du genou? Il y aura une reprise, elle a une durée de vie. Donc la viabilité de la prothèse, elle est généralement d'une quinzaine d'années. Si on fait une prothèse unicompartimentale qui va quand même réduire le capital osseux par les coupes qui vont être faites, la reprise, elle va être beaucoup plus difficile. Donc, chez les patients jeunes, il faut garder le traitement conservateur, tel que l'ostéotomie tibiale de vagisation, qui va retarder la progression de la gonarthrose et permettre d'éviter les reprises, surtout quelle que soit d'une prothèse unicompartimentale ou prothèse totale du genou. Juste un complément. Pour la différence entre l'ostéotomie tibiale de vagisation et la prothèse unicompartimentale, la prothèse PUC unicompartimentale, c'est une trend option, c'est-à-dire c'est question d'école. Les anglo-saxons ont plus de tendance de poser des prothèses unicompartimentales, alors que nous, les francophones, on a plus de tendance de faire des ostéotomies tibiales de valgisation. Avant de poser une prothèse unicompartimentale, il y a un cahier de charge à remplir. Il faut que le patient, généralement la patiente, n'a pas une arthrose fémoro-patellaire, n'a pas une laxité frontale, n'a pas une grande déformation dans le pôle frontal qui est supérieure à 10 degrés, il n'y a pas un flécium. Donc il y a un cahier de charge à remplir. Et des fois, comme notre population tunisienne, nous avons une personne de la cinquantaine, qui a une gonarthrose stade d'Albach et qui a des remodelés dégénératifs sur la fémoro-patellaire. Du coup, la prothèse, des fois, n'a pas de place puisqu'il y a des contre-indications. L'ostéotomie permettra de régler en un seul temps le problème de déviation, le problème de flécium. Bon, cette ostéotomie, c'est vrai, il faut choisir en fonction de conviction personnelle de chirurgien, est-ce que ça va être une soustraction externe ou bien une ouverture interne? C'est vrai, l'une va donner le patella baja, l'autre va donner la patella alta. Chose très importante dans la rééducation, des fois les patients vont rapporter de douleur antérieure, un syndrome de fémoro-patellaire. Mais tout cela, c'est vrai, c'est jugulé par la suite par la rééducation. L'ostéotomie garde une place assez importante dans la gonarthrose précoce, stade 2, chez une population borderline entre la prothèse totale et cette technique conservatrice. Oui, question.
Merci. Si j'ai bien écouté, je pense que vous avez dit que la cassure, ça survient à 20% des cas. Dans la littérature. Mais, ok, mais 1 sur 5 des patients, je pense que c'est déjà trop, non? La charnière externe. Est-ce Non. qu'on n'a pas trouvé une solution ou bien des précautions à prendre Oui, pour éviter? Généralement, on peut réduire ce pourcentage par des précautions préopératoires sur la technicité. Sinon, les 20%, ça a été décrit dans la littérature. Ça ne veut pas dire que tout le monde a 20% des cas. Et ça ne veut pas dire aussi si la charnière externe casse, tout le monde va avoir une perte de correction ou bien... C'est c'est pas très grave. Des fois, ça casse. Pour la charnière, parce que moi, contrairement à un docteur Zine, je fais essentiellement des ostomies par soustraction externe. Donc, il faut juste fragiliser la corticale externe par des coups donc, de mèche. Une fois qu'on a fait percer cette corticale plusieurs fois, ça va rendre un peu la corticale externe fragile. Et du coup, lorsqu'on va réduire, après avoir mis la plaque, ça va suivre. Il ne faut pas faire donc des mouvements tempestifs lors de la réduction. Il faut aller doucement adosser la plaque sur la corticale donc externe, puis la fixer et visser. Si on fait notamment au début la courbe d'apprentissage rapidement, on essaie d'être rapide et voilà. Si on fait des coups de façon tempestive, inopinée, paf, la corticale casse. Et même si elle survit, de toute façon, c'est pas la fin du monde, ça va consolider. C'est une zone spongieuse, donc la consolidation est à coup sûr. Hein. C'est pas dramatique pour le patient. Comment? Pour le pronostic. Bon, pour le pronostic, ça peut arriver qu'il y aura des pertes de correction. C'est pas grand chose. D'accord, c'était juste, on était sur la même longueur d'onde. On continue avec Rim Welly, la rééducation du PTG. Non. Avant, on va passer comment je rééduque une ostéotomie tibiale de validisation en post-opératoire avec Sofiane Haj Khalifa. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sofiane Belhaj Khalifa, je suis un physiothérapeute, j'ai un master en soins palliatifs et maintenant dans cette année je suis inscrit donc première année master en hydro à la fac de médecine de Sousse. Je suis enseignant à l'UPSAT depuis 2009. J'ai la chance d'être inscrit dans la première promotion des thérapeutes manuels en Tunisie. Je suis aussi parmi les fondateurs de l'association des orthopédistes, orthopédiques manuels thérapeutes tunisiens, des thérapeutes manuels tunisiens. Je suis aujourd'hui pour vous présenter une brève, donc ici, conclusion concernant la kiné après de l'ostéotomie
donc ici de vagisation tibiale. Donc, l'ostéotomie tibiale est un acte chirurgical donc, conservateur du genou, destiné pour des patients ayant donc, une gonarthrose des stades initiaux 1 ou 2, des patients à la cinquantaine, pour corriger l'angle donc ici fémoro-tibial, pour traiter l'éventuelle donc ici gonarthrose unicompartimentale. Donc, on va donc ici, soit on a donc l'arthrose fémoro-tibiale interne, ce qui va donner un junivarum. On va le traiter par l'ostéotomie de valgisation. Soit l'arthrose fémoro-tibiale externe, là on va traiter avec, donc qui va nous donner le plus souvent un junivalgum avec trouble axial, avec le traitement, c'est l'ostéotomie de varisation. Donc il y a les déformations connues. Il y a un genou là, donc ici normal à droite. Au milieu, c'est avec une donc, distance intercondylienne interne, c'est le junivarum avec atteinte compartiment interne, qui va donner de l'arthrose fémoro-tibiale interne. Et donc ici à gauche, c'est le junivalgum avec distance intermalléolaire interne. Donc la kiné après de l'ostéotomie de valgisation tibiale, c'est 5 étapes donc ici fondamentales. La première étape, c'est le recueil de données. C'est un dossier kiné spécifique, visé et précis, pour avoir un diagnostic kiné à la fin, pour baser la rééducation. Deuxièmement, principe et objectif de la prise en charge. Troisièmement, il faut savoir qu'il y a 3 phases de prise en charge, on va discuter après. Les moyens et le protocole éducatif, et surtout la place de la thérapie manuelle dans la prise en charge dans les 3 phases de rééducation. J'ai donc ici un honneur que un de mes enseignants, M. Etienne, il est là pour assister au développement de la thérapie manuelle en Tunisie pour avoir donc un feedback sur donc ce qui est donc existant. Éducation thérapeutique, c'est 5e étape. Éducation thérapeutique et la thérapie cognitivo-comportementale. C'est très développé maintenant en Tunisie. Il faut savoir qu'une patient ou un patient arthrosique, on ne peut pas traiter la pathologie, mais on peut vivre avec. C'est très important donc d'éduquer ces patients-là. Donc, voilà. Ici, c'est une plaque, des vis, avec une voie donc ici interne pour corriger un trouble donc ici ou trouble donc ici de l'ongle pour corriger. C'est un travail chirurgical. Mais nous, on traite ça en post-opératoire immédiat, mais à moyen et à long terme. Procédure de recueil de données. Nous, les kinés, donc, on collecte les données pour avoir un diagnostic kiné. Premièrement, c'est une anamnèse. Deuxièmement, on va observer par un examen d'inspection. Troisièmement, on va palper la peau, on va palper les articulations, on va palper les tendons. Il faut avoir donc ce toucher, ce contact avec le patient. Quatrièmement, c'est les tests cliniques. Cinquièmement, c'est le reste des bilans articulaires, musculaires, sensitifs, fonctionnels, etc. pour avoir un diagnostic kiné. Puis, on va avoir un diagnostic kiné. Il faut donc relater une synthèse clinique, un raisonnement clinique, pour avoir à la fin de la décision thérapeutique exacte pour que la prise en charge soit focalisée et donc ici précise. Objectif de la prise en charge, il faut à la fin avoir un genou indolent, sec, pas d'épanchement ni œdème, mobile dont le plan sagittal et horizontal et surtout l'extension doit être zéro, nul, et un bon verrouillage actif du quadriceps. L'objectif final, un genou fonctionnel pour toutes les activités de la vie quotidienne avec un contrôle moteur efficace. Principe de rééducation, il faut rester toujours en infra-douloureux. Il faut respecter la fatigue, respecter la réactivité du genou, respecter les délais de cicatrisation cutanée, de consolidation osseuse, respecter les consignes chirurgicales. C'est très important. L'appui utilisé à 75% du poids après 4e, 5e semaine. Ne pas mettre de résistance à distance de l'ostéotomie avec un bras de levier long. Respecter une progression dans les exercices. 3 phases de rééducation dans la littérature. Donc, il y a une phase précoce, inflammatoire, 2 à 3 semaines. Une deuxième phase de consolidation osseuse, 3 à 6 semaines. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle phase de remodelage, donc jusqu'à 12 semaines de rééducation. Et puis, on a donc ici une phase d'entretien et d'éducation thérapeutique des patients.
traitement kiné repose sur la physiothérapie, techniques fondamentales, les mobilisations, les renforcements, les étirements, le drainage, la thérapie décongestive, les agents physiques, le froid, la chaleur, donc ici de TENS, d'électrostime et de la thérapie manuelle. Et ça, c'est un point d'interrogation. Donc la thérapie manuelle selon l'IFOMT, c'est défini comme des mouvements précis de la main, pour objectif de produire donc ici un des effets suivants. On peut améliorer l'élasticité tissulaire donc ici et la mobilité articulaire, mobiliser, manipuler les tissus mous, les articulations, produire un relâchement. Deuxièmement, ça agit sur la fonction musculaire, sur la douleur, sur l'inflammation, sur les restrictions du mouvement liées au tissu mou. Le choix des techniques parmi celles décrites ici, dépend d'un examen clinique qui constitue le tour fort et fondamental de la prise en charge d'un patient qui présente une... Donc, je suis désolé, c'est pour le genou, ça. J'ai une conférence après sur la prise en charge des épaules non instables. Thérapie manuelle, ça c'est une photo que j'ai aimé intégrer ici. Les kinés, c'est normalement sur une plateforme. Là, qui grimpe une échelle, c'est nous les kinésithérapeutes. L'échelle, c'est la thérapie manuelle. La lampe, c'est un consensus thérapeutique pour avoir les bonnes pratiques. Donc ça, c'est l'imagination. C'est une photo que moi, comme thérapeute manuel en première année, j'ai donc ici des acquis, des techniques fondamentales. La thérapie, mon expérience, c'est la continuité de la kiné. C'est la continuité de la kiné, c'est le développement de la kiné, mais en deux mots, c'est l'avenir de la kiné. Il faut maîtriser bien la thérapie manuelle. Donc, phase précoce ou inflammatoire, principe et objectif de prise en charge. Il faut lutter contre la douleur, les troubles trophiques, les troubles emboliques, travail articulaire actif passif de toutes les articulations du train porteur, travail musculaire du quadriceps, verrouillage du genou, travail de locomotion avec aide technique, jamais manipuler les cannes du côté, bien évidemment, lésé. Il faut avancer toujours les aides techniques avec le membre opéré. Lutter contre la douleur, la cryothérapie, c'est à volonté. Donc, il y a donc ici l'électrothérapie. Maintenant, ce qui est mentionné en bleu, c'est la thérapie manuelle. La thérapie manuelle pour lutter contre la douleur. Ici, c'est la mobilisation selon Maitland, grade 1 et 2. Donc, c'est faible amplitude avec des oscillations pour, donc ici, ces mouvements accessoires physiologiques, donc à petite amplitude, tient compte des composantes articulaires. Ça diminue les douleurs d'origine capsulo-ligamentaire et bien évidemment, ça augmente donc la progression de la rééducation. Deuxièmement, pour lutter contre la douleur, c'est le dry needling et c'est l'aiguitage à sec. On va discuter ça. Lutter contre les troubles trophiques, drainage, c'est la thérapie décongestive complète. C'est le drainage lymphatique Albert Leduc. À discuter, mais quand même, reste une technique assez pertinente. Travail actif du mollet, la position des clives, les bas de contention et les contentions souples élastiques. Il y a dans la thérapie manuelle, il y a les techniques de pompage tissulaire. Et on va donc ici pomper le cul-de-sac sous-quadricipital. Il y a de la lymphologie aussi, c'est une parmi les techniques de la thérapie décongestive. Les troubles thromboemboliques, il faut effectuer un test de masse, palpation du mollet, étirement du mollet, contraction contrariée du mollet. S'il est positif, il faut poser la question, il faut alerter le médecin. S'il est négatif, donc il faut travailler de façon préventive. Donc il faut contracter le mollet, il faut étirer le mollet, et bien évidemment, il faut effectuer des pressions glissées profondes de la voûte plantaire et du triceps sural dans le sens de retour véno-lymphatique, rétrograde, disto-proximal. La verticalisation précoce, c'est bien évidemment parmi les consignes pour lutter contre les troubles thromboemboliques. Travail de la mobilité articulaire,
On va mobiliser toutes les articulations. Il faut avoir un genou, donc ici au moins 90 degrés, avec extension nulle. Il faut mobiliser la patella pour libérer l'appareil extenseur. Donc la thérapie manuelle, il y a une technique qui consiste à osciller donc ici le genou ou n'importe quelle articulation. C'est la technique harmonique de Lederman. Donc c'est une technique qui consiste bien évidemment à gagner en amplitude et en mouvement du n'importe quelle articulation. Travail musculaire, on va travailler globalement. On va lutter contre donc, la sidération musculaire du quadriceps par des techniques de débordement d'énergie globale, analytique, etc. Donc, autonomie au lit. C'est les attelles du genou non systématiques. Donc ici à la discrétion de votre chirurgien, c'est le chirurgien qui décide est-ce que ce monsieur-là il va garder ou ne pas garder donc ici l'attelle. Travail des ponts, des bridges, des ponts fessiers, travail des transferts dorsale latérale assise et marche avec 2 cannes anglaises atypiques à 3 temps ou déambulateurs. Travail de monter et descendre des escaliers si possible. Il y a pour monter les escaliers, c'est le membre sain. Pour descendre, c'est donc ici la jambe opérée. Lever de tension musculaire, c'est la thérapie manuelle, c'est muscle energy technique, c'est la technique de contracter, relâcher, étirer, donc de Kabat. Les points gâchettes, trigger point, et surtout les points gâchettes latentes et actives. La fibrolyse myoaponevrotique et la technique du crochetage. Donc myofascial release technique, surtout le droit fémoral, l'ischio-jambier, les adducteurs, le TFL, le triceps sural. Ça, c'est la technique du trigger point. C'est consiste à appuyer une pression au niveau d'une zone gâchette, réflexe, et chercher la position la moins antalgique. Garder cette pression de 60 à 90 secondes, puis relâcher, on va gagner donc avec un gate control et ça va diminuer les douleurs et même les flexums d'origine musculaire. Technique de trigger point aussi, ça c'est pour les ischio-jambiers, le biceps fémoral. La technique de crochetage donc, consiste à libérer le fascia et les fascias et la ponevrose intermusculaire pour diminuer les tensions et gagner en amplitude. Myofascial release technique, c'est à droite, consiste à étirer donc le muscle et d'exercer de la pression dans le sens de retour veineux lymphatique avec même donc orientation des fibres. Ça consiste à, ici c'est étirer les ischio-jambiers avec une pression de bas à haut. Donc ici la deuxième photo c'est l'étirement et pompage, étirement du quadriceps. Troisième photo, c'est le tenseur de fascia lata, c'est l'étirement avec la technique myofascial release technique. Deuxième phase, principe et objectif, diminution de la douleur, travail des adhérences cicatricielles, résorption des troubles trophiques, récupération de toutes les amplitudes articulaires, travail musculaire, travail d'autonomie et de marche avec aide technique. C'est la même chose. Toujours douleur mécanique, c'est le travail tissulaire myofascial avec l'instrument knife, on va voir. Technique de Cyriax, James Cyriax, les MTP sur donc ici les tendons et les ligaments, et technique d'E.A. Lederman harmonique. La technique de pompage harmonique est souvent utilisée sur des inflammations ou des états inflammatoires tissulaires et les œdèmes. Et bien évidemment le TENS, l'électroantalgique. Donc ça c'est donc ici c'est une technique de libération du droit antérieur, cause des rétractions du quadriceps. Travail cicatriciel, pincée roulée, pétrissage, friction, et bien évidemment la technique du crochetage. Ça, c'est spatule en inox. Donc l'objectif, c'est de décoller la peau et de libérer la cicatrice pour gagner en amplitude, en flexion surtout. Travail articulaire, récupération complète. Je passe vite fait. Maitland, grade 3 à 4. Rythme rapide maintenant, on va augmenter. On va travailler le genou. On va libérer le genou. Sachez que le genou, quand il fléchit, il glisse en arrière le tibia et ça tourne en interne. Et le ménisque externe, ça glisse de 12 et l'interne de 6 mm. C'est un complexe, il faut penser à ça quand on mobilise un genou
pour objectif de gain d'amplitude articulaire post-op. Technique de Brian Mulligan, c'est mobilisation with movement, avec des grades, bien évidemment, glissés, soit manuel, soit avec des sangles. Donc, travail musculaire, deuxième phase, électro, travail statique, spécifique, avec un bras de levier court, travail cinétique en chaîne fermée, en décharge, donc, sous forme de repulsion contre des appuis plantaires. Travail fonctionnel, d'apprentissage de la marche avec attelle, avec appui, contact, montée et descente des escaliers. Phase 3, après 6 semaines, l'os peut alors être considéré comme étant suffisamment consolidé. C'est toujours l'avis de médecin et la radiologie standard. L'ablation de l'attelle est généralement autorisée avec sevrage progressif en fonction de l'état musculaire. Réintégration des activités de la vie quotidienne. Le retour de l'appui complet doit se faire très progressivement, sur 2 semaines minimum, en tenant compte d'une éventuelle surcharge pandérale. Récupération, on va garder la même chose, les mêmes techniques, juste on va augmenter progressivement l'intensité des exercices. Donc, ok. Maintenant, la phase finale, c'est l'entretien de tout ça. Là, on est avec un angle fémorotibial corrigé par les chirurgiens. Donc, il faut garder le plus longtemps le genou avec minimum des contraintes et avec ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique de patient. Il faut savoir, il faut expliquer aux patients qu'on n'est pas guéri, mais uniquement on a freiné un peu. Donc ici, l'aggravation de la pathologie. Donc il faut que le patient sache que la position debout prolongée est non tolérée. La flexion au-delà de certaines limites est ne pas tolérée. Avoir de la balnéohydrothérapie, c'est bien pour maintenir. Renforcer le quadriceps en chaîne fermée ou en chaîne ouverte de façon statique, ça c'est très recommandé. Éviter les sollicitations mécaniques intenses et ce qu'on appelle les facteurs biosociaux. Et il faut savoir, chaque patient, la limite physiologique. Donc, c'est à la fin. Donc, comme elle a dit, donc ici, là, donc, psychanalyste Françoise Dolto, en tout, des chirurgiens, des kinés, des thérapeutes manuels, des ostéos, nous, on ne traite pas les malades. Le malade qui se guérit lui-même, mais il ne peut le faire sans le thérapeute. Nous, on aide le malade à avoir le schéma d'adaptation physique, chimique, mécanique. Et merci pour votre attention. Ça, c'est une conclusion. J'ai dépassé la limite du temps, mais j'ai aimé donc ici partager avec vous cette expérience, soit de thérapie manuelle, soit de la prise en charge standard, donc ici du genou, post-ostéotomie de valgisation. Merci. Merci pour cette belle présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Donc on passe à la présentation suivante. Donc, bonjour chers confrères. Permettez-moi de vous présenter donc, la communication intitulée Rééducation pré- et post-mise en place d'une prothèse totale du genou. Donc, je vais commencer par mon plan. Donc, en premier lieu, l'introduction, la rééducation en préopératoire, la rééducation en post-opératoire et enfin la conclusion. Donc, je vais commencer ma présentation par une citation par la Haute Autorité de Santé. Aider le patient à développer les compétences lui permettant de mettre en œuvre des modifications de son mode de vie. Donc, en introduction, l'arthrose est une pathologie touchant à l'articulation dans son ensemble, mais plus particulièrement le cartilage. Si la détérioration de l'articulation entraîne une impotence fonctionnelle trop importante, il peut proposer au patient la mise en place d'une prothèse totale du genou.
Donc, selon l'OMS, elle est préconisée surtout chez les femmes, 40 à 50% après les 65 ans. Donc, en Amérique, elles sont de 2000 PTG par an. En France, 40 000. Et en Tunisie, c'est à raison de 2000 PTG par an, suivant la CNAM. Donc, aujourd'hui, les suites de la pose de prothèse de genou sont effectuées de manière ambulatoire, ce qui génère une augmentation des séances de rééducation dans les cabinets de kinésithérapie libéraux. Cela représente 44,9% des patients opérés. Donc, l'étiologie majeure qui indique apposer une prothèse totale du genou est la gonarthrose, mais aussi la polyarthrite rhumatoïde, l'hémophilie, une tumeur maligne, une fracture ou une arthrite rhumatismale. Donc, je vais passer brièvement pour les types de prothèses. Donc, la prothèse, elle remplace la surface articulaire. Elle peut être scellée ou non scellée. Donc, elle est composée de 3 compartiments, la pièce fémorale, la condyle, l'implant rotulien et la pièce tibiale qui est l'embase. Donc, il existe 2 types de prothèses, la prothèse unicompartimentale et la prothèse totale du genou, qui est à raison de 51,54%. Donc, la prothèse a une durée de vie limitée et peut survenir une usure de l'implant et des scellements des pièces prothétiques. La durée de vie de la prothèse est variable selon la qualité du stock osseux, poids du patient et l'utilisation qui en fait. Outre l'aspect chirurgical, la bonne évolution d'une prothèse dépendra bien évidemment de la rééducation post-opératoire. Donc, quelques particularités dans les techniques opératoires, mais la rééducation est la même. Donc, je vais commencer par la rééducation en préopératoire. Donc, selon Popre et Hall, la kinésithérapie préopératoire 4 semaines améliore la fonction 3 mois après la prothèse totale du genou. Selon Rodger et Hall, la kinésithérapie préopératoire 6 semaines avant la chirurgie n'a pas d'impact sur la fonction 3 mois après la prothèse totale du genou. Et selon Lucas, la kinésithérapie n'a pas d'impact sur la fonction après la prothèse totale du genou. Donc, je vais passer brièvement par les bilans kinésithérapiques. Donc, interrogatoire, bilan de la douleur, bilan morphostatique, bilan articulaire, musculaire, fonctionnel et psychologique. Donc, pour les objectifs, dans la phase préopératoire, c'est améliorer l'estime en soi et minimiser l'anxiété pour la chirurgie, étirement musculaire afin d'éviter le fléchissement, renforcement musculaire surtout du quadriceps, et apprentissage de la déambulation avec aide. Donc, pour les techniques de rééducation, donc on va commencer toujours par la physiothérapie telle que la cryothérapie, l'électrothérapie antalgique. Donc, mobilisation de la rotule longitudinalement et transversalement, ainsi mobilisation du genou, renforcement du quadriceps par la technique du crasse-coussin, donc étirement des muscles rétractés tels que l'ischio-jambier, le triceps sural, le droit fémoral et le psoas-iliaque. Donc, des exercices d'aérobie et de musculation pour le réentraînement à l'effort et pour la préparation à la déambulation. Et enfin, des exercices physiques, apprentissage de la marche avec 2 cannes béquilles et montée descente des escaliers. Donc, je vais passer maintenant à la phase en post-opératoire. Donc, elle démarre systématiquement à J2 post-opératoire après ablation des drains et pansement compressif. Elle est préconisée jusqu'à 3 mois chez un kinésithérapeute, puis jusqu'à 1 an en auto-rééducation. Donc, pour les bilans, donc on va commencer par l'interrogatoire qui contient l'anamnèse telle que nom, prénom, âge, poids, profession, les antécédents médico-chirurgicaux, les délais opératoires, ainsi des données préopératoires telles que le secteur de mobilité du genou, la qualité de la marche et la possibilité de monter et descendre des escaliers. Donc, un compte-rendu opératoire qui doit être prescrit par le chirurgien, tel que la cause de l'intervention, la date, le type et les caractéristiques de la prothèse posée. Donc, est-ce qu'elle est cimentée ou non? Un garrot a été posé ou non, car ça peut provoquer un hématome à J4 ou J5.
le ligament croisé antérieur et postérieur sont été conservés ou non, si la patella a été prothétisée ou non, le type de prothèse, les amplitudes envisageables, les contre-indications et les consignes post-opératoires. Et les consignes post-opératoires, donc telles que la verticalisation, est-ce qu'elle est autorisée ou non, l'appui, le secteur angulaire autorisé et les complications. Donc, puis le bilan de la douleur, donc elle est évaluée par l'échelle visuelle analogique. Donc la douleur est le premier indicateur d'échec de la PTG. Donc c'est pourquoi dans la première phase, il faut toujours travailler en infradouloureux. Il faut faire attention à la douleur. Donc bilan cutané trophique circulatoire, plaie opératoire sur la face antérieure du genou, un œdème généralisé au niveau du membre inférieur et un épanchement au niveau du genou qui va entraîner un recul dans la flexion du genou. Bilan articulaire, donc c'est une mesure goniométrique des articulations donc, du genou, fémoro-patellaire, fémorotibiale, ainsi que les articulations sus et sous-jacentes. Donc bilan musculaire, qualitatif, amyotrophie du quadriceps, donc on va trouver des fentes musculaires à raison de 10%, parfois sidération, des rétractions ischio-jambiers, triceps, TFL, psoas-iliaque, droit fémoral, et quantitatif, donc testing musculaire, diminution de la force musculaire, telle que le quadriceps, les ischio-jambiers. Donc on va diminuer, ils sont diminués à l'ordre de 64% par rapport au préopératoire. Donc pratiquement à 82% des patients qui ne peuvent pas faire une extension active du genou. Donc le bilan fonctionnel il est évalué par des échelles et des scores. Et enfin le bilan psychologique donc, par le questionnaire de Beck. Donc la phase de rééducation donc, en post-opératoire elle est divisée en deux phases. La phase aiguë qui s'étend de J2 à J10 et la phase secondaire c'est de J10 à 3 mois. Donc pour la première phase, les objectifs à court terme c'est diminuer les douleurs, prévenir les troubles trophiques et circulatoires, restaurer une bonne mobilité de flexion-extension du genou, 70 à 90 degrés de flexion du genou et moins de 10% de déficit d'extension, de degrés plutôt. Obtenir une indépendance fonctionnelle du patient, tels que les transferts, la déambulation et les escaliers. Donc pour les techniques, dans la phase aiguë, donc on va commencer par des techniques de déclive, donc la cryothérapie, à raison de 20 minutes 2 fois par jour. Donc, électrothérapie antalgique, le courant intense 70 Hz, donc afin d'améliorer la douleur de surface. Donc, les massages, donc, tels que le drainage lymphatique manuel en cas d'œdème, le massage transverse profond, le massage réflexe, les massages de la semelle veineuse plantaire et enfin le trigger point, donc, qui va lutter contre la douleur myofaciale. Donc ça va entraîner une diminution de 75% de la douleur sur l'échelle visuelle analogique et une augmentation de 16 degrés de flexion et 6 degrés d'extension. Donc mobilisation du genou. Donc on va débuter par le continu passive mobilisation sur arthromoteur. Donc elle est surtout conseillée en cas de synépectomie totale, car le risque majeur de cette technique, c'est la raideur articulaire. Donc, elle peut être modulée suivant la tolérance du patient et elle est arrêtée systématiquement dès qu'on atteint 92 degrés de flexion en actif. Mobilisation passive de l'articulation fémoro-patellaire, donc de même en longitudinale et en transversale. Mobilisation passive de la tibio-tarsienne, des orteils ainsi de la hanche. Donc éveil du quadriceps par électrostimulation courant E de 20 à 50 Hz pendant 20 à 30 minutes. Massage du muscle sidéré. Contraction isométrique ciblée. Technique de pillage par utilisation d'automatisme cinétique. Et irradiation par contraction des muscles gâchettes. Donc, mobilisation autopassive et posture du genou. Donc, par skateboard, sliderboard et utilisation du ballon cylindrique ou sur une ou deux marches d'escalier.
des autopostures de la flexion, donc des postures en extension en dehors des séances de kinésithérapie pour lutter contre le fléçon. Des mobilisations actives aidées de la flexion à vitesse lente. Donc si la prothèse est cimentée, donc l'appui est autorisé de J2 post-opératoire à condition que le verrouillage du genou est atteint. Sinon, l'appui il va être retardé jusqu'à le 8e jour. Donc lors de l'appui, le thérapeute il va faire donc attention pour l'égalité des membres inférieurs et le déroulement des pas dans le temps et dans l'espace. Adaptation du domicile au patient. Donc passons pour la phase secondaire. Donc les objectifs, c'est continuer le gain d'amplitude, rester vigilant sur les troubles circulatoires, obtenir un contrôle actif du genou afin d'avoir une bonne stabilité, obtenir une parfaite autonomie. Donc pour les techniques, donc on va commencer par des mouvements de mobilisation passive, des postures douces et des contractés relâchés donc au niveau du genou pour gagner la flexion. Travail du quadriceps en statique dans les différentes courses, en course interne, course moyenne et course externe. Travail du quadriceps en excentrique pour plus de stabilité. Travail des ischio-jambiers en excentrique en course externe. Donc des exercices en chaîne cinétique fermée entre 15e et 20e jour. Des co-contractions en quadriceps ischio-jambiers, donc soit à l'aide d'un ballon de Klein, soit lors des mouvements fonctionnels tels que monter et descendre des escaliers, ou bien s'asseoir et se lever d'une chaise. Donc travail excentrique isocinétique des ischio-jambiers. Donc par ces techniques, on a remarqué une récupération de l'extension. Puis passons à la reprogrammation sensorio-motrice, c'est la proprioception. Donc on va commencer en passif et actif, en décharge puis en charge du bipodal au unipodal. Donc les stabilisations, ça va être au niveau de la ceinture scapulaire, pelvienne, puis passons sur plan stable et plan instable. Marche sur terrain plat avec et sans obstacle, puis en terrain accidenté. Et la proprioception sur dynamique électronique Plate Pro Kinemation. Donc, on a trouvé une amélioration de la proprioception. Donc, puis, on a la balnéothérapie. Donc, la balnéothérapie pour améliorer la mobilité, optimiser la marche, favoriser le renforcement musculaire et travailler la proprioception. Donc, on peut travailler des exercices tels que le pédalage, travailler des fléchisseurs et des extenseurs avec des élastiques. Donc, puis le feedback, donc la rétroaction. Donc, on peut travailler soit le musculaire par le myofeedback, donc la récupération de la force musculaire du quadriceps est plus rapide, soit le goniofeedback, donc c'est pour la stimulation de la motivation des patients. L'autorééducation, donc ce sont des exercices à préconiser à domicile. Voilà, donc pour le renforcement. Et puis l'éducation thérapeutique, donc c'est pour favoriser l'acquisition des compétences thérapeutiques par le patient, connaître et comprendre les gestes interdits et les restrictions fonctionnelles qui en découlent, acquérir les gestes et les aides techniques permettant de compenser les restrictions fonctionnelles, participer activement à sa rééducation telle que l'automobilisation, l'application de cryothérapie, mise en déclive et reprise progressive des activités, mettre en œuvre des modifications de son mode de vie, donc tels que contrôle du poids, repos, éviter les longues marches, les escaliers, le port de charges lourdes, les talons hauts et les stations debout prolongées. Donc impliquer son entourage dans la gestion du traitement post-opératoire et des répercussions qui en découlent. Voilà, donc ce programme, donc on a résumé donc la rééducation pré- et post-opératoire par ce schéma. Donc en préopératoire, c'est le travail respiratoire, articulaire, tonification musculaire, des exercices actifs, fonctionnels, information du patient. Et en phase post-opératoire, donc traitement antalgique, prévention d'éventuelles complications. En phase aiguë, c'est la mobilisation précoce, réveil musculaire, verrouillage actif, travail proprioceptif. Et en secondaire, c'est amélioration de la flexion, renforcement musculaire et la proprioception. Donc,
Il faut aussi prévenir les complications évitables, telles que les complications thromboemboliques qui sont à l'ordre de 50 à 70%, l'embolie pulmonaire 1,8%. Prévenir les complications, les complications infectieuses, telles que nécrose, sepsis, sont à l'ordre de 3 à 4%. Les douleurs, 68%, raideur, dans 4,2%. Donc ici, on peut faire une mobilisation sous anesthésie générale. Algoneurodystrophie, 21%. Décèlement, usure, fracture et autres tels que cicatriciels, orthopédiques, neurologiques, urinaires, vasculaires et générales. Voilà quelques photos donc, pour l'usure et les décèlements. Donc, en conclusion, la rééducation après la pose d'une prothèse totale du genou s'adapte au contexte spécifique du patient et à ses antécédents. Dans cette optique, une approche interdisciplinaire centrée sur le patient semble être la clé d'une réhabilitation réussie. Et merci pour votre attention. Donc, merci pour cette belle présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? L'appui total. Si la prothèse est laissée monter, donc pratiquement c'est un post-opératoire avec un appui total protégé. Si la prothèse est même laissée monter, donc c'est suivant l'avis du chirurgien. Oui, parce que l'appui, c'est généralement d'emblée. L'appui, c'est d'emblée. Oui, l'appui, c'est Sauf, monté. sauf, C'est il y a- monté ou pas si monté. oui, sauf, Là, ça varie. sauf s'il y a des complications préopératoires. Donc, y a-t-il d'autres questions? On passe à la dernière conférence de cette session avec Emmanuel. Étienne. Oh, désolé. Donc, Bonjour à tous. Je prends le micro parce que je tiens pas en place quand je parle. Je suis au téléphone, c'est pareil. Je m'appelle Étienne Johanny, je viens de France. Je suis kiné, ostéopathe et thérapeute manuel. Je suis... Hop. C'est mieux comme ça. Je suis en Belgique depuis 10 ans où j'y travaille. J'ai mon cabinet dans une clinique et je suis indépendant. Je travaille avec des chirurgiens, des médecins et je fais quasiment exclusivement de l'orthopédie. Je viens aujourd'hui parler de la thérapie manuelle. C'est une pratique que je fais tous les jours. Je vais un petit peu la définir. Donc, je l'ai fait tout à l'heure avec les médecins et chirurgiens. Je vais un peu la définir et je vais vous donner l'intérêt et les différentes techniques qu'on a. Donc, Soufiane, qui suit la formation que je donne à Tunis, a déjà bien débroussaillé, mais je vais un peu amener des précisions. Donc, il y a une chose importante à savoir, c'est que la thérapie manuelle, elle vient de l'ostéopathie à la base. L'ostéopathie qui a commencé au 19e siècle par une approche pas du tout scientifique, quasiment biblique, religieuse, des rebouteux. Et petit à petit, on a eu une validation scientifique quand ça s'est rapproché de l'Angleterre. La validation scientifique, elle est venue de Little John, et ensuite qui était toujours appelé ostéopathe, et derrière on a eu les premiers médecins physiques qui se mettaient à la thérapie manuelle et les premiers kinés qui sont devenus thérapeutes manuels qui viennent plutôt du nord, donc suédois, Norvège, beaucoup. C'est eux qui ont défini le jeu articulaire, donc ça on va parler beaucoup de sensibilité, de qualité de mouvement. Nous, c'est ce qui nous intéresse beaucoup en tant que thérapeute manuel. On va voir que ça a une place super importante dans la rééducation, dans les tendinites, dans les prises en charge d'articulation. C'est de savoir comment la qualité du mouvement, qu'est-ce qui tire, où, comment, et comment le régler. Je définirai les grades de mobilité. Soufiane en a parlé, mais je mettrai un peu plus de précision là-dessus et des différentes techniques.
Donc Kaltenborn a été le premier thérapeute manuel vraiment à poser des concepts importants, suivi par Medland, et aujourd'hui on a du Mackenzie, du Mulligan qui sont des pratiques un petit peu cousines dont je parlerai. Donc la thérapie manuelle en Belgique, elle est définie comme une approche manuelle du système musculo-squelettique. Donc on s'occupe de dysfonctionnement, c'est un mot un peu générique, en tout cas de symptômes, de douleurs qu'on associe avec des troubles qu'on trouve avec nos mains. Ce qui est super important, c'est que ça comporte une partie pratique, c'est-à-dire active d'exercices qu'on donne à nos patients. On n'est pas juste des thérapeutes manuels dans le sens de la main, on a du hands-on et on a du hands-off, qui sont deux pratiques qui se complètent très fort. Et là, j'ai l'impression que c'est pas le bon PowerPoint, mais y a un... Pourquoi il y a une hanche ici? Je pense que... Ah oui, c'est ça, c'est genou. Ok. Ok. Parce que je parle aussi pour l'épaule après. Donc l'ostéopathie, elle se différencie de la thérapie manuelle par son approche holistique. Donc il voit le patient complètement dans leur ensemble. Donc on peut avoir des choses qui s'éloignent un petit peu de l'evidence-based practice. Ça c'est un peu la limite de l'ostéopathie. Ils font des pratiques crâniennes, viscérales, que nous on n'aborde pas du tout en thérapie manuelle. Je vais passer très vite fait sur l'anatomie biomécanique. Ça a été abordé déjà plusieurs fois, assez bien je trouve aujourd'hui. Je m'arrête juste 2 secondes sur ce mouvement de roulement-glissement qui a été abordé un peu plus tôt. Gardez en tête qu'il y a un glissement antérieur du fémur lors de la flexion, tracté par le ligament, et donc ça aura un impact sur nos pratiques manuelles juste après, parce qu'on fera des glissés postérieurs du tibia pour la récupération de la flexion, ce qui équivaut à un glissé antérieur du fémur. Je vais avancer sur la biomécanique pour parler technique. Hop. Les rotations, ça aussi, ça a été vu. Donc, lors de l'extension, on a une rotation externe du tibia qui est automatique. Lors de la flexion, on a une rotation interne du tibia qui est automatique par le mouvement augmenté du condyle externe et du ménisque externe. Je passe la biomécanique. On va parler de thérapie manuelle. Yep. C'est le dernier. Hop, voilà. En thérapie manuelle, on a beaucoup de techniques différentes. On s'attaque à différents systèmes. Le système musculo-squelettique dans son ensemble. Donc la partie musculaire, on verra qu'on a des parties neuro qui sont moins importantes pour le genou en lui-même, plus importantes pour la partie lombaire et cervicale. On a des parties articulaires qui, là, par contre, vont nous intéresser aujourd'hui. Donc, dans les techniques tissulaires, on a tout ça. On a le trigger point, on a le dry needling, on a les myofascial release techniques, on a le crochetage et on a les muscle energy techniques que je vais définir maintenant. Donc, le trigger point, c'est quelque chose qui a été objectivé. Il y a plein de cartographies différentes en fonction d'auteur. Ça, c'est pas très important. Dans mes cours, moi, je mets l'aspect sur la main. Donc la sensibilité manuelle, la qualité de la palpation et de la découverte des tensions. Et on verra que en fonction des gens, un trigger point peut être à 2 cm de l'EIAS pour une personne et le voisin, c'est un peu plus bas. En tout cas, c'est quelque chose qui a été objectivé. Il y a des signes tels que l'EMG, l'échographie, les temps de relaxation, tout ça, ça a été objectivé. Donc on sait que la présence de trigger point a été validée scientifiquement. On a des trigger points qui sont actifs et des trigger points qui sont latents. La différence entre ces deux types de trigger points, c'est qu'il y en a un qui va exprimer de la douleur de façon autonome, sans palpation, et le passif, le latent, va nécessiter une pression du praticien pour déclencher la douleur. Le jump sign nous donne une idée de la présence d'un trigger point ou pas. C'est quand notre patient veut quitter notre cabinet plus vite que prévu. Là, on peut savoir qu'il y a un trigger point. Je plaisante.
La cause des trigger points, elle n'est pas encore tout à fait définie avec précision. On a des idées. Donc le principe de Henneman, je ne sais pas si tout le monde se rappelle de ça, c'est le principe de recrutement des motoneurones en fonction de leur diamètre. Plus on a un diamètre qui est étroit, plus on a une résistance élevée. Donc plus ces motoneurones sont actifs pour des mouvements à basse intensité. Et plus on demande une intensité forte, oui, plus on demande une intensité forte. Allô? Oui. On est en soirée, on arrête le son, on le remet. Et plus l'intensité est forte, plus les motoneurones à haut diamètre vont être actifs. Et donc évidemment, on a plus de trigger points dans les fibres à petit diamètre. Quelque chose qui est super important aussi et que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est ce schéma de facilitation, d'irritation, qui fait qu'on doit penser le corps comme un tout. Donc là, c'est l'exemple d'une vertèbre. Il faut bien imaginer que si j'ai une hernie discale, par exemple L5, S1, avec une irritation de la racine soit L5, soit S1, je vais avoir une irritation de le métamère, donc éventuellement les muscles qui dépendent de ce nerf, de cette racine, éventuellement les articulations. Et c'est la même chose pour le genou. Donc de l'inflammation entraîne par voie neuro... Oui. On doit changer. C'est la batterie. Ouais. Donc voilà, la métamérisation est quelque chose de très très important et c'est important pour comprendre la pathologie et c'est aussi important pour comprendre le traitement. C'est-à-dire que là, dans ce cas de lombosciatalgie par exemple, traiter les muscles va avoir un impact sur le nerf, traiter le nerf va avoir un impact sur le muscle et traiter l'articulation a également un impact sur le nerf et sur le muscle en termes de sensation. Donc ça c'est très intéressant. Les trigger points, leur intensité en termes de symptômes varie très très fort d'un patient à l'autre et d'une situation à l'autre. Dans les descriptions, dans les bouquins, ça peut aller de quasiment une impotence musculaire, donc vraiment quelqu'un qui a des lâchers de genoux ou à quelqu'un qui ne les sent pas du tout. Donc ça c'est vraiment à garder en tête aussi. Ce qui est très important également, c'est la cartographie et l'irradiation. Donc on a beaucoup de pièges dans nos consultations, de douleurs de genoux, avec un genou parfaitement OK en termes de structure anatomique et biomécanique. Mais par contre, si on étend la recherche aux muscles autour, on se rend compte que la présence de trigger point peut parfois expliquer des symptômes. Et les patients en consultation nous rappellent, oui, quand tu appuies là, c'est la douleur que je sens au niveau de ma rotule. Et c'était pas dans ce cas-là un syndrome fémoro-patellaire simple, c'était une irradiation un peu cachée. Donc voilà, le traitement des trigger points, il se fait manuellement. Il est plus simple de pratiquer un trigger point en raccourcissement musculaire, c'est mieux toléré. Et l'extension il y a plusieurs variantes. Donc j'ai amené, on m'a dit que voilà, j'étais peut-être potentiellement, que je devais faire un workshop. Donc j'ai ramené du matériel. Si ça vous intéresse, on en parlera après. Donc le knife ici au milieu a été développé par un de mes professeurs en Belgique pour faire de la myofacial release technique sur la partie crochue du knife et des trigger points sur la partie punctiforme. On voit le foam roller, et on va voir le dry needling juste maintenant. Toutes ces manipulations, toutes ces mobilisations manuelles peuvent améliorer un trigger point. Le dry needling, qu'est-ce que c'est? C'est l'insertion d'une aiguille sèche. Je dis sèche parce qu'il n'y a pas besoin de toxines botuliques ou de lidocaïne ou quoi que ce soit. Juste par l'impact manuel de l'aiguille, on peut avoir un relâchement musculaire. Donc c'est pratiqué de façon différente en fonction des pays et réglementé de façon différente en fonction des pays. En France et en Belgique, où je travaille, il y a encore un flou artistique au niveau légal. Mais par exemple, la partie flamande du pays l'utilise énormément. En Espagne, en Italie, l'utilise beaucoup et aux États-Unis aussi. Je sais, en Tunisie, je pense que c'est pas encore tout à fait réglementé. Donc si on nous a pas dit non, peut-être qu'on peut. Je ne sais pas. En tout cas, c'est à une visée purement musculo-squelettique et l'amélioration de symptômes musculaires.
Le dry needling, ça a été étudié également en termes de neurophysiologie. Oui, il y a une réduction des substances inflammatoires au niveau périphérique. L'effet antalgique a été démontré et l'effet sur l'activité électrique du muscle également démontré. Il y a une augmentation de la vascularisation qui améliore la récupération. Il y a une réorganisation du tissu conjonctif, ça c'est très intéressant parce qu'on se rend compte de plus en plus, on parle plus de douleurs musculaires simples, on parle de myofascial pain syndrome. Et donc en fait, par l'insertion de l'aiguille et la manipulation de l'aiguille, on peut avoir une réorganisation de tissu conjonctif autour du trigger point et qui est en responsable de certaines douleurs. Donc c'est non négligeable et très intéressant. Le gate control évidemment rentre en ligne de compte dans ce cas-là. Donc les myofascial release techniques, ça fait le lien de nouveau entre la partie musculaire et la partie faciale. On se rend compte que quand on mobilise les fascias et pas seulement le muscle, on a de meilleurs résultats et en plus c'est complètement indolore et sans danger. Donc c'est un glissement, c'est des plans glissement du fascia et des muscles, l'un par rapport à l'autre, toujours dans le sens longitudinal du muscle. Il y a plusieurs possibilités de le faire. Là, on voit que mon collègue Jacques prend une prise large sur le quadriceps. On a des prises punctiformes ici. Et on a des versions actives ou passives. C'est-à-dire que soit c'est le thérapeute qui passivement entraîne le glissement des plans musculaires et faciaux, soit c'est le patient qui activement, là par exemple, on pourrait lui demander une extension de genou avec un appui, une pression sur les ischio-jambiers, et on aurait une technique efficace. Dans ce cas-là, c'est mon collègue qui crée l'extension de genou avec une prise plutôt métacarpophalangienne. Là, c'est une variante sur les ischio-jambiers. Voilà. Pour la gonarthrose, donc je fais un peu le pont avec ce qui a été dit en avant. Il y a un intérêt pour la libération de la patella, de la mobiliser de cette façon-là. Donc attention, c'est pas du tout le test de Zolen. On n'est pas en train de créer une compression de la rotule vers le fémur. On est en train de faire un glissement de la rotule dans le plan tangentiel par rapport au genou. Donc ça doit être absolument sans douleur et bien supporté. Évidemment, si on est en stade débutant, le genou peut être gonflé, douloureux juste à la pression. Évidemment que ce genre de techniques sont impossibles à réaliser au départ. Le crochetage, c'est une variante de la prise en charge de ces troubles musculo-squelettiques, musculo et facial. Ça vient des années 70. Une déduction empirique du fait que quand on a une perte de mouvement, on a la mise en place de corpuscules fibreux au niveau du fascia et de la ponévrose, et ces adhérences sont responsables de certaines douleurs musculaires. Donc il est important de les mobiliser, et c'est pas toujours possible de les mobiliser avec les doigts en fonction de la profondeur, en fonction de la tension musculaire. Le crochetage amène une précision et une puissance dans la manipulation que la main n'a pas toujours. Donc l'intérêt clinique de toutes ces prises en charge, il est multiple, et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire le pont entre la clinique et ce qu'on trouve dans nos mains, au même titre qu'on fait le pont entre l'imagerie et la clinique. Voilà, le syndrome fémoro-patellaire, si vous enlevez les trigger points, si vous enlevez les tensions dans les différents vastes ischio-jambiers, etc., vous allez avoir un impact sur la bonne biomécanique du genou. Idem pour les tendinopathies, évidemment que si vous avez une augmentation de la charge du tendon par la présence de trigger points et une tension augmentée dans le muscle, vous aurez une augmentation des symptômes. Je vois le temps qui défile. Donc voilà, le crochetage a montré son efficacité dans différentes études. Et voilà, on voit un exemple ici. Les muscle energy techniques, super intéressantes également pour récupérer des amplitudes de mouvement. Donc là, toujours, ce qui est super, c'est que c'est sous contrôle du patient. C'est lui qui met la puissance qu'il veut. Ça nous permet de contrôler la partie algique de la douleur et d'aller là où on veut dans la récupération des amplitudes de mouvement. La partie articulaire, donc il y a de nombreuses études qui montrent l'efficacité de la manual thérapie sur surtout la partie précoce de la prise en charge, que ce soit post-op ou que ce soit dans l'arthrose du genou.
Kaltenborn, Maitland, je vais parler, donc je vais définir ces grades. Sofiane en a un tout petit peu parlé. 3 grades de mouvement selon Kaltenborn, qui est le précurseur de la thérapie manuelle. Un grade 1 avec une haute fréquence et très peu d'étirement, qui permet de travailler le tissu dans le confort et le respect du patient. Donc c'est vraiment c'est très peu perceptible. Hein. Si on fait ça à un médecin orthopédiste qui a l'habitude de chercher la douleur et la limite brutale, il pourrait quasiment avoir l'impression qu'on fait rien manuellement, mais le patient le sent. Le grade 2 est plutôt à mi-chemin. Donc là on voit grade 1, donc je vais prendre un sujet normal, voilà, ici. On a un grade 1 tout au début, puis un grade 2, je vois pas bien, ouais, je vais le prendre ici. Grade 1, tout début, haute fréquence, très peu d'amplitude. Grade 2, je vais quasiment jusqu'à la limite tissulaire, je suis un peu plus lent. Et grade 3, je mets tout en tension et j'ai de nouveau une fréquence importante. Ces grades permettent donc à des niveaux plus avancés de la thérapie de récupérer du mouvement. Ces grades, ils sont applicables dans beaucoup de techniques. Des glissés, là on voit les glissés internes, externes, qui peuvent être récupérés. Donc évidemment que c'est pas un mécanisme qui est physiologique pour le genou. Par contre, ça a un intérêt pour nous en termes de détente de capsule, de mettre en tension des structures qu'on veut mettre en tension et détendre d'autres structures. Et avec ces glissés, avec ces grades, récupérer des mouvements physiologiques. Idem pour le glissé antérieur-postérieur. Là, c'est pas un test de tiroir que mon collègue est en train de faire. C'est au contraire, c'est une technique douce selon les règles de l'art de Kaltenborn et Maitland. Donc c'est très doux et on ne cherche pas à avoir le tiroir antérieur ou pas ou l'arrêt dur du ligament, mais bien un mouvement de qualité acceptable. Idem pour les tractions et compressions. Technique de modelage du genou, ça c'est une autre technique qui permet d'ouvrir le compartiment interne. Donc c'est une sorte de circumduction, comme si on pagayait dans un kayak et on a un soulagement et un remodelage des tissus du genou qui nous permet derrière de récupérer des flexions ou de l'extension. Alors ça c'est quelque chose qui est très intéressant, ça a été étudié, les contraintes sur la rotule, on s'est rendu compte que les contraintes statiques entraînaient un catabolisme, là où en tout cas que les techniques rapides, pas trop rapides, régulières, entraînaient une synthèse de cartilage et donc ça peut prévenir l'arthrose à ce niveau-là, fémoro-patellaire. Donc c'est comme ça que ça se fait. C'est des mobilisations soit strictement vers le bas avec un relâchement, soit bas-haut. Il n'y a pas de pression sur le fémur et ça doit être fait de façon rythmique. Voilà, haut et bas ici. Mobilisation fémoro-tibiale, j'en ai parlé. Les glissés, j'en ai parlé. Traction, ce sont des variantes. Voilà. Je vais parler un petit peu des glissés qui sont très importants pour les récupérations de flexion et d'extension. Je vous ai dit que lors de la flexion du genou, on avait un glissé antérieur par la mise en tension du ligament croisé qui permettait au fémur de rester sur le tibia lors de la flexion. Et donc, si on a un glissé antérieur du tibia, on va avoir un glissé postérieur, un glissé antérieur du fémur, pardon. Il faut entraîner un glissé postérieur du tibia pour récupérer la flexion. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qui a été décrit, c'est ce qui a été étudié. On peut le faire à différents angles, différentes étapes du traitement. Là, on voit qu'il fait un glissé postérieur sur un genou qui est quasiment tendu. Donc on pourrait imaginer que c'est un tout début de traitement ou alors une arthrose toute fraîche qu'on vient de nous envoyer avec très peu de mobilité en flexion. Et là, un déficit d'extension, évidemment, on fait l'inverse, on fait un glissé antérieur du tibia. Voilà, là, encore un travail de l'extension. Les rotations axiales, c'est la même chose. Maitland, il a juste augmenté les grades, il a précisé les grades de mobilisation. C'est important parce que, dans le genou, pas tant que ça, mais au niveau rachidien, on arrive jusqu'aux manipulations avec impulsion. Donc c'est les fameux cracks qu'on ne pratique pas beaucoup dans le genou ni dans l'épaule, où je parlerai juste après.
Donc, il faut toujours rester flexible dans notre façon de penser. Qu'est-ce qui est important? Il faut se mettre d'accord avec le patient. Évidemment qu'on veut une bonne mobilité, mais on veut surtout pas de douleur et une qualité de vie correcte. Chaque patient réagira différemment, donc ce sera à vous de tester et de assesser en fonction de la réaction du patient. J'avance un tout petit peu. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut avoir, dans les cas de déchirure méniscale, on peut avoir des techniques de manuel thérapie qui entraînent une amélioration de la mobilité du genou par l'amélioration de la mobilité des ménisques. Donc on peut retarder des opérations, on peut en échapper à certaines opérations en fonction évidemment de la situation clinique et du patient. Donc il faut savoir que le ménisque, il suit le condyle fémoral. Donc quand vous faites une rotation par exemple interne de tibia, votre ménisque interne avance et votre ménisque externe recule. Donc voilà. Dans la prise en charge en thérapie manuelle, on s'intéresse également à la tibiofibulaire supérieure. La tibiofibulaire supérieure, on peut améliorer sa mobilisation, sa quantité de mouvement et sa qualité de mouvement. On a des mobilisations et c'est la seule technique où l'impulsion, cette fois le crack, peut avoir un intérêt. Voilà, c'est quand il y a une perte de mobilité à ce niveau-là. L'une des situations cliniques, par exemple, qui pourrait nous amener à une perte de mobilité de la tibiofibulaire supérieure, c'est un post-entorse de cheville. Donc, quand il y a une entorse de cheville externe importante, avec un choc sur la fibula, il arrive qu'il y ait une tension tout le long de la fibula, avec une perte de mobilité ici et des douleurs qui remontent au-dessus du genou. Ça peut arriver. Voilà, donc là on voit de l'antériorisation, on a vu de la postériorisation. Ce sont des techniques qu'on enseigne à l'ETMA. Donc le concept Mulligan, ça a été abordé par mon collègue tout à l'heure dans le cadre de la rééducation. C'est aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui permet par des mouvements accessoires, redonner des mouvements principaux. Donc par des glissés en rotation ou en valgus varus, on peut entraîner une amélioration de la flexion ou de l'extension. Et cette amélioration, elle est immédiate et elle s'inscrit dans le temps, donc ça c'est vraiment, vraiment important. Elle se fait sans douleur également, donc c'est souvent très bien accepté par le patient. Je vais finir, voilà. Donc là, c'est plein d'exemples de Mulligan. On l'a vu ça tout à l'heure. Donc là, le patient crée sa flexion-extension avec le praticien qui met la rotation. Là, c'est l'utilisation d'une sangle qui permet d'avoir les deux mains libres et donc de travailler la flexion-extension. Donc c'est un ajout non négligeable pour derrière pouvoir faire sans douleur des exercices physiques actifs. Voilà, ça a été vu. Les autotraitements de Mulligan sont aussi intéressants. Il faut éduquer le patient à ça. Je fais un tout petit mot sur le principe harmonique de Lederman, qui est très utile dans les phases très très inflammatoires. Qu'est-ce que c'est une harmonique? On met en place un rythme dans le patient, on met une onde, une force, et on laisse le rythme du patient nous ramener cette onde. Donc il a tendance, cette vitesse harmonique a tendance à diminuer avec l'âge, donc il est plus rapide chez des jeunes, plus lent chez des personnes âgées, et ça permet un remodelage tissulaire. Rythme du patient, hop, j'avance. Voilà. En conclusion, j'espère que je vous verrai après pour parler un peu plus amplement et vous montrer un petit peu ce qu'on sait faire en thérapie manuelle. C'est très efficace dans de nombreuses situations cliniques. Ça demande par contre beaucoup de temps en termes d'apprentissage. Il faut faire la main. Par contre, j'ai bien aimé ce qu'a dit Soufiane, c'est l'avenir de la kiné. Ça, c'est vrai, c'est la kiné plus. Donc, quand on sort de l'école de kiné, on ne sait pas toujours tout à fait manipuler, on ne sait pas tout à fait prendre en charge et comprendre en termes de palpation les tensions des patients. Ça prend du temps et la thérapie manuelle apporte ça. Donc c'est un outil non négligeable parce que par notre palpation, on gagne la confiance du patient et on sait que la confiance du patient, c'est l'un des plus gros facteurs de bonne réussite d'un traitement, que ce soit la confiance dans le chirurgien ou le médecin ou dans le kiné.
J'ai demandé tout à l'heure à la salle qu'est-ce que c'était un bon thérapeute pour vous. Est-ce que pour vous, un bon thérapeute, c'est celui qui réalise la meilleure technique avec le plus de précision et le plus de vitesse? Moi, je pense pas. Je pense que le bon thérapeute, c'est quelqu'un qui a un peu de tout. Donc évidemment qu'il faut avoir la qualité manuelle et d'intervention, mais il faut également avoir l'empathie et la confiance du patient si on veut avoir un bon outcome. Voilà, merci. Merci Étienne pour cette belle présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? La question, c'est comment ça se fait que je suis inscrit 1 heure sur le truc et en fait on me met 12 minutes sur le... Bon, c'est pas que 12. Je plaisante. Ouais. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Vous avez dit les histoires des aiguilles. Oui. Quand vous mettez une aiguille, vous décontractez un muscle. Oui. Alors comment vous piquez? Parce que moi j'ai l'impression que quand on pique quelqu'un, il se rétracte. C'est- Pas il c'est- se détend. Ouais, c'est une bonne question. Alors effectivement, en fait, on a une contraction musculaire, on cherche la contraction musculaire par l'utilisation de l'aiguille. C'est ce qu'on appelle un twitch. Donc on a quasiment une contraction tétanique de la fibre si on touche le trigger point. Et en fait, on a un épuisement de ce twitch. Et à la sortie de l'aiguille, il faut savoir que c'est une aiguille qui est d'acupuncture. Hein, donc parfois, hein, le patient ne sent même pas qu'on est rentré. Donc c'est vraiment très 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 fin. Et en fait, par l'épuisement de ces contractions, twitch, on a un relâchement qui est vraiment très très important du muscle. On peut essayer ça après. Oui, 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 oui. C'est bon? Donc, on termine cette session. On passe à la pause déjeuner. On revient après. Merci.